En ce moment même, les FO libèrent des territoires, des dizaines de villes à la fois. La défense russe s'effondre en ce moment même. L'occupation craque. Donetsk et Mariupol tremblent à nouveau. Des frappes de feu transforment l'arrière de l'occupant en un cratère infernal. Sensation. Ankara et Bakou défient Téhéran et le Kremlin. La Grande Guerre. La tempête géopolitique prend de l'ampleur. La Turquie prépare une réponse ferme à l'Iran. La fin d'Orban. Il a tout simplement été mis en pièces. La Hongrie se prépare à un coup d'État politique. Le principal allié de Poutine dans l'UE est au bord de la mort politique. L'opposition balaie définitivement Orban. Un coup puissant porté à la Russie. L'Ukraine reçoit un atout en matière d'armement. Les drones FPV percent le béton et volent droit vers la cible. Kiev choque. Les analogues ukrainiens bon marché détruisent le mythe de l'invulnérabilité de la Russie. Firepoint lance l'enfer ukrainien. Des technologies que Moscou redoute. L'armada pour l'arrière de l'ennemi est déjà sur la ligne de départ. Choc. L'Ukraine élargit le front de la sécurité. De nouvelles opérations se profilent à l'horizon. La Transnistrie et la Biélorussie sont au centre de l'attention. Kiev prépare des mesures inattendues. L'économie russe plonge dans l'abîme. La guerre dévore tout sur son passage. La crise de 98 frappe déjà à la porte de chaque Russe. Les sanctions étouffent, le budget craque, l'économie sombre dans l'abîme, le pseudo-empire de Poutine craque de toutes parts. La guerre accélère la mort économique de la Fédération de Russie. Tout cela à suivre dans notre émission Point chaud. Le front est à nouveau en ébullition. L'armée ukrainienne lance une réaction en chaîne de libération des territoires. Dans le sud du pays, l'occupation russe commence à s'effriter. Et ce n'est que le début. Parallèlement, dans le Donbass et en Crimée, les forces ukrainiennes sapent littéralement les fondements de l'occupation. Les dépôts de munitions, les bases militaires et la logistique clé de l'armée russe sont systématiquement détruits. Les salutations enflammées des FAU atteignent de plus en plus souvent les endroits où les occupants commençaient déjà à se sentir chez eux. La stratégie ukrainienne est simple et impitoyable. Priver l'ennemi de ravitaillement, détruire son arrière et préparer le terrain pour une libération massive. Tous les détails dans notre reportage. Les forces armées ukrainiennes sont désormais inarrêtables. Nos défenseurs sont passés à la contre-offensive. En un instant, le front russe s'est effondré et les occupants se sont enfuis, abandonnant de plus en plus de territoires précédemment capturés. Globalement, au cours des 2 mois de cette année, comme nous le voyons, environ 400 km² de territoire ont été libérés. Ainsi, ces derniers temps, l'attention des attaques ukrainiennes s'est portée sur les unités de l'arrière proche des Russes dans les territoires occupés. La semaine écoulée a été l'une des plus significatives et des plus réussies en termes de fréquence et de géographie des frappes infligées à l'ennemi. Les forces armées de la Fédération de Russie engagées, leurs pertes mensuelles, présentent une tendance négative. Décembre, janvier, février, tout cela se confirme. Voici par exemple notre aviation et les lance-roquettes multiples HIMARS dans la direction d'Alexandrovsk, pilonnant les positions ennemies, l'infanterie et l'équipement des occupants. Les envahisseurs russes n'ont absolument aucune chance de survivre après une frappe aussi massive. Et voici maintenant la direction de Zaporijia. Ici, un radar Kasta a été détruit par les forces des systèmes de drones ukrainiens. La géographie des frappes lors de la contre-offensive des FAE est impressionnante. Nos défenseurs réussissent à frapper non seulement sur le front, mais aussi à l'arrière de l'occupant. Ces derniers temps, Mariupol et Yalta sont également visés. Là-bas, les explosions ne s'arrêtent pas. Les FAO frappent les casernes, les dépôts de munitions, les cantonnements et la défense aérienne. Nous savons qu'il y a plus d'1 mois, le commandant en chef Syrski a dit que la défense seule ne suffirait pas dans cette guerre et qu'elle devait au moins être active. Cela signifie que des contre-attaques sont menées dans certains secteurs. La semaine s'annonce chaude pour les envahisseurs à Tokmak et dans les environs. La ville occupée est pour la première fois sous un feu aussi nourri. C'est ici que se trouvait la plus grande concentration de réserves russes pour l'offensive, les manœuvres et les attaques sur la ligne de front. Les forces armées ukrainiennes ont concentré d'importantes unités, principalement des troupes d'assaut aéroportées. Ce sont des unités d'élite des forces armées ukrainiennes.
Et ce, afin de contourner par le nord, c'est-à-dire en empruntant d'abord la partie nord du secteur, puis en poursuivant le mouvement du nord vers le sud, le groupement russe qui opère à l'ouest de Ouliaïpol dans cette zone stratégique. L'idée est donc de passer par le nord avant de redescendre vers le sud pour éviter une confrontation directe avec les forces russes présentes à l'ouest de cette ville. L'armée de Poutine ne connaît pas non plus de répit en Crimée. Là-bas, les forces de défense ukrainiennes ont frappé des hangars à Eupatoria où les troupes russes stockaient et entretenaient des drones Forpost et Orion. D'ailleurs, cette excellente efficacité des frappes des FAU est due, entre autres, aux partisans ukrainiens travaillant secrètement dans les territoires occupés et en Russie. Les habitants pro-ukrainiens ont d'abord occupé l'espace en Crimée, occupé en collant des drapeaux, des symboles ukrainiens et en accrochant des rubans jaunes. Par la suite, cette résistance s'est intensifiée. Ils ont commencé à transmettre, comme le confirment les coordinateurs du mouvement, des coordonnées et des données militaires. Leurs renseignements sont inestimables et chaque nouveau acte de sabotage est presque une gifle personnelle pour le Kremlin et Poutine. À Klin, dans la région de Moscou, un agent d'ATEC a détruit un complexe mobile de communication par satellite, l'Iven. Et nos partisans mènent de façon régulière parfois de telles attaques. Les membres du mouvement affirment que ce sont leurs actions et les informations recueillies qui ont permis les frappes ukrainiennes en Crimée. En particulier, selon Atesh, ce sont eux qui ont guidé la frappe de missiles ukrainiens sur le navire de débarquement russe et le sous-marin Minsk et Rostov-sur-le-Don, ainsi que l'attaque du quartier général de la flotte russe de la mer Noire en septembre 2023. Et les partisans ukrainiens de la résistance paralysent déjà une voie ferrée clé à Louhansk, ce qui a porté un coup sérieux au ravitaillement du groupement de Pokrovsk des forces armées de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, les partisans aident activement nos défenseurs dans la contre-offensive de printemps. Ils se sont unis et mènent, pour ainsi dire, des actions actives au sein du mouvement de partisans, précisément dans le domaine militaire. Ils mènent des sabotages sur des sites militaires et aussi ils commettent ce qu'on appelle des actes terroristes. Enfin, ils éliminent des fonctionnaires de l'occupation tant dans les nouveaux territoires occupés que sur le territoire de la Crimée temporairement occupée. Ils sont également actifs dans la collecte et la transmission d'informations militaires. Ce sont ces informations qui permettent aux forces armées ukrainiennes de mener des frappes précises contre le groupement ennemi. Ils disent fournir des informations sur la défense antiaérienne, les entrepôts, les bases militaires et les mouvements de troupes, surveillant parfois les sites pendant des semaines. De plus, nos partisans dans le Donbass et en Crimée préparent activement le terrain pour la libération des régions saisies par Poutine. Grâce à leur travail, les occupants ne se sentent jamais en sécurité, ni à Donetsk, ni à Marioupol, ni sur le territoire de la péninsule de Crimée. Et avec l'avancée inévitable des forces armées ukrainiennes sur le front, la peur des Russes ne fait que croître. Frères et sœurs, le mouvement militaire Atesh se prépare à libérer la Crimée des rachistes. Nous sommes près de Djankoï et attendons les forces armées ukrainiennes. Nous avons fait des dizaines de caches d'armes, d'explosifs et de munitions. Dès que les forces armées ukrainiennes franchiront la frontière administrative avec la Crimée, nous saisirons les bâtiments administratifs et les sites militaires. Une tempête géopolitique se prépare au Moyen-Orient. La Turquie et l'Azerbaïdjan forment de fait une nouvelle alliance stratégique contre l'Iran. Ankara et Bakou voient les actions de Téhéran comme une menace directe pour leur sécurité. Selon les experts, l'activité iranienne dans la région s'intensifie avec le soutien tacite du Kremlin, transformant la confrontation en un combat géopolitique bien plus vaste. Jusqu'où ira cette confrontation et la Turquie entrera-t-elle en guerre au Moyen-Orient? Les détails dans notre reportage. Le Caucase est sur le point d'entrer en guerre au Moyen-Orient. La Turquie et l'Azerbaïdjan se préparent à un conflit avec l'Iran et la Russie. Nos forces armées, le ministère de la Défense, le service d'État des frontières et toutes les autres unités des forces spéciales sont placées en état de mobilisation numéro 1. Dans le cadre de la mobilisation numéro 1 annoncée par Aliyev au Conseil de sécurité, Bakou a commencé à appeler les réservistes et l'armée est en état d'alerte maximale. Auparavant, l'Iran, en réponse aux tirs d'Israël et des États-Unis, a commencé à tirer de toutes ses armes dans toutes les directions, outre l'Azerbaïdjan et les pays du Golfe.
Des missiles iraniens ont été abattus au-dessus de la Turquie et des drones Shahed près de l'île de Chypre. La Turquie ne laissera en aucun cas la défense du pays au hasard et agira avec détermination. La direction politique de l'Iran, représentée par le ministre des Affaires étrangères et le président, tantôt ils nomment les frappes, tantôt ils se repentent des promesses d'arrêter. Seulement, à en juger par les actes d'Ilham Aliyev et de Recep Erdogan, personne ne croit les paroles des Perses. La Turquie envisage de déployer des chasseurs F-16 à Chypre, selon une source du ministère de la Défense. L'ethnie azerbaïdjanaise du nord-ouest de l'Iran jette de l'huile sur le feu de l'escalade entre Bakou et Téhéran. Selon diverses estimations, 30 à 40 millions de personnes vivant dans les territoires contrôlés par Téhéran sont des Azerbaïdjanais de souche. Et depuis le traité de Turkmenchai, l'Azerbaïdjan a été divisé en deux parties. L'une est allée du côté de l'Empire russe, et sa plus grande partie est allée vers l'Iran, que nous appelons aujourd'hui l'Azerbaïdjan du Sud, où vivent 40 millions de nos frères ethniques. Et nous comprenons aussi que l'histoire moderne, c'est 35 dernières années, parce que l'Azerbaïdjan laïque moderne est comme une arête dans la gorge de l'Iran, comme une arête dans la gorge. Moscou deviendra potentiellement l'allié de Téhéran dans la confrontation avec Bakou et Ankara. Le Kremlin apporte déjà un soutien militaire et de renseignement à l'Iran. Ils nous soutiennent politiquement et sur d'autres questions. La coopération militaire entre l'Iran et la Russie n'est pas un secret. Vous savez, nous avons déjà travaillé ensemble par le passé et cela continue et continuera, je l'espère. Les pays du Golfe Persique, frappés par l'Iran, retrouvent des pièces et des drones russes. Mais plus important encore, face à l'évolution rapide des événements au Moyen-Orient, la valeur du Caucase du Sud augmente pour le Kremlin. La pression sur l'Azerbaïdjan ne fonctionne pas, car Poutine ne veut manifestement pas tant se brouiller avec Ilham Aliyev qu'entrer en conflit direct avec Recep Tayyip Erdogan. Mais à mesure que le rôle de la région s'accroît en tant que zone de stabilité face à l'instabilité de l'Iran et des pays du Golfe, la Russie pourrait tenter d'y jouer son propre jeu, ce qui est très dangereux pour les pays du Caucase du Sud. Il faut simplement en tenir compte. Poutine osera-t-il ouvrir un second front dans le Caucase du Sud ? Bakou lancera-t-il des opérations militaires contre Téhéran en coordination avec Ankara ? La tension monte rapidement dans la région et nous connaîtrons les réponses à la plupart des questions très prochainement. Une sensation à l'horizon. La mort politique de Viktor Orban. Une véritable tempête électorale se prépare en Hongrie. L'opposition est largement en tête des sondages, tandis que la cote du parti au pouvoir chute à une vitesse effrayante. Selon les analystes, il ne reste plus que quelques semaines à Orban avant de perdre son siège de Premier ministre. Son départ signifie une chose. Au sein de l'Union européenne, un allié clé de Moscou pourrait disparaître, ce qui serait un soulagement majeur pour l'Ukraine sur le front diplomatique. Tous les détails dans ce reportage. Bien que la Hongrie ait opposé son veto à un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, le chantage d'Orban ne passera pas. Les stratèges du politicien pro-Kremlin se sont trompés et l'Ukraine a assez de fonds pour tenir jusqu'aux élections en Hongrie. Bruxelles prévoit que l'Ukraine ne sera confrontée à un déficit budgétaire qu'à la fin du mois prochain, soit quelques semaines plus tard que prévu, car Kiev espère la levée du veto hongrois après les élections législatives cruciales du 12 avril, qui pourraient évincer le Premier ministre Viktor Orban, fidèle au Kremlin. Initialement, les responsables de l'Union européenne s'attendaient à ce que le financement de l'Ukraine s'épuise début avril, date à laquelle le premier versement du fonds de 90 milliards d'euros devait avoir lieu, mais Budapest a bloqué ce plan. Le 12 avril, des élections auront lieu en Hongrie et selon les derniers sondages, Orban va les perdre. Le parti d'opposition TISA a accru son avance parmi les électeurs ayant déjà fait leur choix, jusqu'à 12%. 50% des électeurs soutiennent TISA, contre seulement 38% pour le parti Fidesz d'Orban. Viktor Orban, conscient d'être distancé par l'opposition dans les sondages et que le soutien de Donald Trump ne l'aide pas, prend des mesures extraordinaires pour préserver ses options et maintenir son pouvoir. Et ses tentatives de montrer ses relations privilégiées avec Poutine font de lui le Premier ministre de la paix, alors que tous les autres pays de l'Union européenne soutiennent une Ukraine belliqueuse, corrompue et dangereuse. Cela fait partie de la campagne électorale. En bloquant l'aide financière de l'Union européenne, Viktor Orban prévoyait de forcer Volodymyr Zelensky à débloquer l'oléoduc Druzhba.
Mais il semble que les fonds dans les caisses ukrainiennes suffiront jusqu'à la fin avril. Et d'ici là, les élections en Hongrie auront eu lieu et il est fort probable que le politicien pro-Kremlin les perde. Cela signifie qu'Orban est en train de perdre la guerre qu'il a lui-même déclenchée. En fait, le Premier ministre hongrois comptait précisément sur le fait que Kiev manquerait de ressources avant les élections du 12 avril en Hongrie. C'était son calcul. C'est ce qui a dicté cette annonce si assurée, emphatique et solennelle de vouloir contraindre Kiev par la force. Le calcul des conseillers en communication d'Orban, dont certains sont probablement liés aux structures du Kremlin, était de démontrer une force politique et une victoire sur l'Ukraine début avril, juste avant les élections au moment où l'Ukraine ferait face à un déficit budgétaire. Il semble que l'histoire de la saisie des fourgons blindés ukrainiens qui transportaient des devises et des objets de valeur soit aussi un moyen de pression sur l'Ukraine. Aujourd'hui, le gouvernement hongrois a adopté un décret sur la saisie de tout le contenu des véhicules d'Oschad Bank. Le fait qu'il n'ait pas restitué ses valeurs matérielles tout en expulsant les convoyeurs de fonds prouve qu'il n'y a absolument rien de criminel là-dedans. C'est purement politique. Et prendre l'argent tant que l'oléoduc Druzhba est à l'arrêt. Le ministre hongrois de la Construction et des Transports, János Lázár, a de fait confirmé que les fonds saisis seraient conservés comme levier de pression sur l'Ukraine jusqu'au déblocage de l'oléoduc Druzhba. Nous savons que les Ukrainiens sont très nerveux. Si on nous chante, nous ne pouvons pas être assez stupides pour céder. Ce que nous avons fait n'est pas un hasard, et nous ne leur rendrons pas l'argent. Mais malgré cette pression sans précédent de la part de la Hongrie, l'Ukraine ne souffrira plus longtemps des agissements d'Orban. D'autant plus que Bruxelles semble être du côté de Kiev. Et malgré le veto, le prêt sera tout de même débloqué à temps. Viktor Orban ne cache plus sa sympathie pour Poutine et la politique russe. C'est pourquoi, dans le cas du prêt de 90 milliards d'euros, comme pour bien d'autres sujets, l'Europe doit faire appliquer ses décisions avec efficacité. La Hongrie a signé cette décision. Je suis convaincu que l'Europe peut utiliser en toute sécurité les 90 milliards pour l'Ukraine sans attendre d'approbation supplémentaire de Budapest. Il est fort probable que l'oléoduc Druzhba ne soit pas remis en service avant le 12 avril. Peu importe les désirs d'Orban ou la pression qu'il exerce sur l'Ukraine. Et ce sera un coup de plus porté à sa cote de popularité, déjà basse, avant les élections. Les technologies ukrainiennes sont un véritable cauchemar pour l'armée russe. La nouvelle génération d'armement ukrainien pulvérise littéralement les positions des occupants et les drones d'attaque deviennent l'arme principale de la guerre moderne. Et ce n'est plus seulement un succès local. Les drones ukrainiens sont si efficaces que leur technologie commence à être étudiée par les armées occidentales. Voici les détails. L'entreprise ukrainienne Firepoint a annoncé une modernisation révolutionnaire de ses drones Middle Strike et Deep Strike qui transporteront désormais presque 2 fois plus d'explosifs tout en étant moins chers. Nous ferons en sorte que le FP1 puisse voler sur 1000 km. C'est déjà fait, on a déplacé le réservoir dans l'aile et il portera 105 kg sur 1000 km. De même, l'aile réservoir permettra d'augmenter considérablement la puissance de la munition du FP2 jusqu'à environ 158 kg. Il y aura une munition. Nous espérons encore réduire le prix. On a trouvé des solutions pour se passer totalement des antennes CRP et des récepteurs GNSS coûteux et ce sera une avancée majeure. Les technologies de drones ukrainiennes conquièrent le monde. Une usine commune en Allemagne produit déjà le drone de reconnaissance ukrainien à intelligence artificielle Linza. Il prévoit d'atteindre 10 000 unités par an. Nous en profitons également. Nous apprenons grâce à la grande quantité de données et d'expériences que l'Ukraine acquiert sur le champ de bataille. Dans le domaine des drones, tout change très vite, parfois en quelques semaines ou quelques mois, et c'est important tant pour l'Ukraine que pour nous. Et dans une coentreprise au Royaume-Uni, on produit les drones intercepteurs Octopus, désormais essentiels bien au-delà de l'Ukraine. Je suis ravi d'annoncer que des ingénieurs ukrainiens travaillent avec des Britanniques ici. Et je suis heureux de dire que nous lançons la production de ces drones et intercepteurs améliorés ce mois-ci. Et le mois prochain, nous commencerons à les livrer à l'Ukraine avec l'objectif de produire plus de 1000 drones par mois. Pour vos soldats... Après le début de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le Premier ministre britannique Starmer a immédiatement demandé l'aide de l'Ukraine pour les technologies de drones. Nous ne nous joignons pas à ces frappes, mais nous poursuivrons nos actions défensives dans la région. Nous ferons appel à des experts ukrainiens pour aider nos partenaires du Golfe à abattre les drones iraniens en les frappant.
Le président ukrainien a déclaré que des demandes d'aide provenaient aussi des pays du Golfe, c'est pourquoi des experts y sont envoyés avec un petit lot de drones. En retour, l'Ukraine attend des missiles rares capables d'intercepter des cibles balistiques. En ce qui concerne nos groupes d'experts, il s'agit bien entendu d'une expertise militaire. Et avec les capacités de protection adéquates, ils seront envoyés, comme je l'ai dit précédemment. Si nous parlons d'augmenter les ressources, nous aimerions que ce soit une opportunité pour les deux parties. Vous savez de quelles ressources nous manquons. Nous comprenons les besoins des pays du Golfe. Nous discutons aussi de cette piste, mais il est trop tôt pour donner des détails. Oui, d'un côté, l'Ukraine peut saisir une opportunité immense. D'un autre côté, si la guerre dure assez longtemps, le monde entier connaîtra une pénurie de missiles intercepteurs. Parce qu'on abat des drones iraniens avec des missiles patriotes hors de prix, car il faut d'autres méthodes pour lutter contre les drones. Et je trouve très étrange que les militaires américains, qui ont pu suivre l'évolution de la guerre russo-ukrainienne pendant 4 ans, n'aient en fait rien suivi, vivaient dans leur propre monde. Les drones ukrainiens sont si uniques que Fox News les a présentés par erreur comme étant américains. Ils ont montré les drones Sting de Wild Hornets comme une technologie américaine. Lors de l'émission suivante, ils ont dû rectifier le tir. Et pour plus de conviction, l'Ukraine nous soutiendra. Ils ont combiné les technologies anti-drones les plus avancées, conçues pour contrer les essaims de drones iraniens depuis l'invasion de Poutine. Zelensky dit qu'il veut aider. Peut-être pourriez-vous nous proposer ces frelons ? Les Ukrainiens ont créé ces drones kamikazes magnifiques, peu coûteux, rapides et maniables. Alors que le monde entier est resté assis à regarder la guerre en Ukraine pendant 4 ans sans rien faire, pensant ne pas être concerné, les technologies ont progressé à pas de géant. Même les leaders de l'industrie de la défense sont à la traîne, du moins pour les drones, ce qui profitera désormais aux entreprises ukrainiennes. La lutte pour la sécurité de l'Ukraine dépasse ses frontières, faisant de l'Europe de l'Est l'arène d'une grande partie d'échecs politiques. Kyiv fait irruption en Biélorussie. Tikhanovskaya est au cœur de la tempête géopolitique, Loukachenko est perdant. C'est la fin de la zone grise diplomatique. Kyiv prépare une étape décisive. L'Ukraine renforce sa coopération avec la Moldavie sur la question de la Transnistrie. Une nouvelle réalité géopolitique se dessine sous nos yeux. L'Ukraine tente d'aider ses voisins sous influence russe. Les rumeurs selon lesquelles les troupes ukrainiennes pourraient aider la Moldavie à désoccuper la Transnistrie sont de plus en plus fréquentes. Ils y maintiennent leur groupement, tout va bien pour eux là-bas. Cela peut être une menace pour nous et nous pouvons régler cette question, si nous nous y mettons, la régler radicalement. Mais est-il nécessaire de le faire ? C'est là que commencent les questions géopolitiques. Une enclave dont la mission est de déstabiliser tant la République de Moldavie que l'Ukraine. Il est déjà clair que si la Russie ne parvient pas à remporter une victoire décisive dans la guerre d'usure contre l'Ukraine, les jours de la Transnistrie seront comptés. La République autoproclamée cessera d'exister et deviendra une région ordinaire de la Moldavie, et les forces russes, qui se trouvent sur une terre étrangère, seront expulsées de Moldavie, comme elles l'ont été d'autres pays où elles ont tenté de planter leurs racines sanglantes. Bien que Poutine tienne publiquement des propos méprisants sur la Moldavie, les Russes tentent sans cesse de s'ingérer dans la politique et les élections du pays pour y placer leurs candidats et obtenir un accès total à la Transnistrie temporairement occupée. La Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Il y a peu, c'était même le pays le plus pauvre d'Europe. Désormais, l'Ukraine occupe cette place d'honneur. Pour nous, la présence de ce pays au sein de la CEI n'a pas grande valeur. Ils ont besoin qu'ici, en Moldavie, il y ait... Un autre pays dont les Russes s'ingèrent déjà dans les élections, la Hongrie. Les stratèges russes tentent de faire réélire l'actuel Premier ministre Orban en basant sa campagne et sa politique sur la haine de l'Ukraine. Nous ne voulons pas que les Ukrainiens nous entraînent dans leur guerre. Nous ne voulons pas que des Hongrois aillent mourir pour l'Ukraine. Nous ne voulons pas que nos agriculteurs soient ruinés. Nous ne voulons pas que l'Europe devienne leur repère de mafieux. Nous ne voulons pas que l'argent des Hongrois soit envoyé en Ukraine. L'Ukraine mène une politique ouvertement anti-hongroise et les Ukrainiens attendent que Bruxelles et leurs alliés hongrois fassent pression sur la Hongrie pour qu'elle adopte une position conforme à leurs intérêts.
La Hongrie fournit 30 à 40% de l'électricité importée par l'Ukraine. Dans ce secteur, le gouvernement hongrois peut créer des difficultés. Les Ukrainiens feraient bien de s'en souvenir quand ils planifient de bombarder ou non l'oléoduc Druzhba, qu'ils gardent bien cela à l'esprit. Le président Zelensky a déjà menacé Orban pour qu'il cesse ses nuisances, car elles coûtent la vie à des Ukrainiens. Orban, de son côté, a inventé une rumeur de menace contre sa famille. Les Russes nous tunent et on devrait donner du pétrole à Orban parce que le pauvre ne peut pas gagner ses élections sans ça. Espérons que cet individu ne bloquera pas les 90 milliards de l'UE ou la première tranche. Nos soldats disposeront d'armes performantes. Sinon, on donnera l'adresse de ce type à nos forces armées, à nos gars sur le terrain. Qu'ils l'appellent et qu'ils lui parlent dans leur propre langage. Les Ukrainiens menacent déjà ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Tout le monde va bien, mais il y a des limites à tout. En ce moment, ma famille se réunit. Je leur ai demandé de prendre cela au sérieux, mais de ne pas avoir peur, même si ce n'est pas normal pour notre vie habituelle. Nous trouverons un moyen de nous y adapter. Comme on peut le voir, cela ne dérange pas vraiment Orban. Cela ne le dérange pas trop, ne serait-ce que parce que tous les moyens sont bons en campagne électorale. Y compris déclarer un pays voisin comme ennemi sur la seule base du fait qu'il ne veut pas permettre le financement d'une guerre contre lui-même. On peut bien sûr espérer qu'une fois la campagne terminée, le Premier ministre hongrois sera bien plus prudent dans ses déclarations et ne va plus exiger de l'Ukraine qu'elle accepte toutes ses visions politiques de l'avenir, y compris ses vues sur les liens avec Moscou. Après le déploiement d'Oreshnik en Biélorussie et l'aide au ciblage des Shahed sur l'Ukraine, le président Zelensky a menacé l'autoproclamé Loukachenko de conséquences pour son implication dans la guerre. Ce sont les fantasmes de Loukachenko de croire qu'on l'aidera s'il continue à s'impliquer dans cette guerre. De plus, nous n'en sommes pas à la première année de la guerre. Et c'est déjà une guerre technologique. Nous n'utilisons pas nos drones contre la Biélorussie. Parce que nous ne sommes pas en guerre contre eux. Je le souligne encore une fois. Nous ne sommes pas à la première année de guerre, et nous n'avons pas à nous soucier des effectifs et de nos militaires. Nous pouvons contrôler beaucoup de choses depuis le territoire de Kiev. Il doit donc reprendre ses esprits, comme on dit, découverts et ne pas s'impliquer dans la guerre. Et après que le président ukrainien a imposé des sanctions contre Loukachenko et rencontré l'opposition biélorusse, le dictateur a frôlé l'hystérie. Comment faire gober au peuple via les journalistes ou d'autres des conneries, excusez-moi, en disant que chez nous tout irait bien, mais que les sanctions de l'Ukraine nous en empêchent? Si quelqu'un y croit, ce n'est sûrement plus le cas des Biélorusses. Les Biélorusses sont des gens pragmatiques. Nourris-moi d'abord, et ensuite tu pourras me raconter tes histoires. Habille-moi. Mais si l'on comprend que les Biélorusses eux-mêmes ne soutiennent pas du tout le choix politique que Loukachenko a fait pour eux en usurpant le pouvoir, alors en effet, la pression sur Moscou et sur Minsk peut mener tôt ou tard à un changement de régime, ou du moins au fait que Poutine ne pourra pas ou ne voudra pas apporter à Loukachenko son aide en cas de nouveaux mouvements de protestation en Biélorussie. Mais en fin de compte, Poutine n'a déjà plus aidé ni Bachar el-Assad, ni Nicolás Maduro. La Russie s'affaiblit de jour en jour et cela se ressent surtout dans les pays où les troupes russes ou l'argent du Kremlin ont réussi à s'infiltrer. Et peut-être très bientôt, les peuples de ces pays pourront récupérer ce qui leur revient de droit. Les fondations économiques de la Russie commencent à craquer sous le poids de la guerre. Le PIB réel chute, le déficit budgétaire atteint des niveaux records et les sanctions continuent d'étouffer les secteurs clés. Le pays est au bord d'un effondrement financier comme en 1998. Pendant que le Kremlin tente de maintenir une apparence de stabilité, la réalité économique pourrit de l'intérieur. Découvrez tous les détails dans notre reportage. En cette 4e année de guerre contre l'Ukraine, l'économie russe frôle la crise. Comme l'a déclaré le représentant spécial de l'Union européenne, la Russie approche d'une crise financière du niveau de 98. La Russie perd rapidement ses revenus pétroliers et gaziers qui constituaient une part importante du budget de l'État. Et l'année dernière, un déficit budgétaire important est apparu pour la première fois. Et en 26, cette tendance se poursuit.
Selon David O'Sullivan, l'économie russe pourrait s'effondrer d'abord lentement, puis très rapidement, car l'effet des sanctions n'est pas immédiat. Mais en 4 ans, les restrictions ont porté à l'économie russe un coup sérieux. La Russie est déjà confrontée à de graves problèmes dans les finances publiques, à une inflation élevée et à des taux d'intérêt. De plus, les banques ont accumulé un volume important de créances douteuses accordées à l'industrie pour financer l'économie de guerre. Pourtant, le représentant spécial de l'Union européenne a admis que même cette situation de pré-crise n'a pas encore forcé le Kremlin à arrêter la guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie de Poutine se trouve dans une situation très similaire, où s'arrêter aujourd'hui, stopper ce modèle économique et le ramener sur des rails pacifiques est très difficile, dangereux et destructeur pour les élites qui se sont structurées aujourd'hui au sein du régime russe actuel. C'est pourquoi je soupçonne fortement que, précisément pour la survie de l'économie et surtout dans des conditions d'intensification des signes de crise financière et économique, le régime va au contraire tenter d'accélérer la guerre pour distraire la population. Certains experts prédisent qu'une crise financière pourrait commencer dans les 6 à 12 prochains mois. En même temps, O'Sullivan a souligné que les sanctions en elles-mêmes ne suffisent pas pour mettre fin à la guerre. Un soutien militaire et financier continu à l'Ukraine est également nécessaire. Les financiers russes ont averti le Kremlin du risque de crise économique dès l'été. Le renseignement ukrainien a également déclaré qu'en 2026, la Russie pourrait faire face à de graves problèmes économiques dus à l'épuisement de ses réserves financières. Il n'y a pas si longtemps, le renseignement fédéral allemand a rapporté que la Russie cache les véritables pertes économiques de la guerre contre l'Ukraine. Selon les renseignements, le déficit budgétaire fédéral de la Russie en 2025 s'élevait à environ 103 milliards de dollars. De plus, les sanctions ne concernent pas seulement le pétrole et le gaz, elles touchent de nombreuses communications, des communications économiques, ce qui limite par conséquent la capacité de commercer sur les marchés extérieurs, limite la capacité d'acheter divers produits importés, des composants, des équipements, des machines-outils, certains types de technologies et ainsi de suite. Tout cela réduit l'efficacité de l'économie, tout cela augmente le coût de ces machines, composants et marchandises qui doivent être achetés via des pays tiers en utilisant des montages spéciaux et ainsi de suite. La détérioration de la situation économique est une combinaison de plusieurs facteurs. Les sanctions occidentales, la chute des revenus du pétrole et du gaz, ainsi que l'augmentation brutale des dépenses pour la guerre contre l'Ukraine. Mais, naturellement, le Kremlin assure que l'augmentation du déficit et la baisse des revenus sont des difficultés de routine. Le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré que ces problèmes pourraient prétendument être résolus grâce à la stabilité macroéconomique. Mais c'est loin d'être la vérité. C'est tout pour le moment. Retrouvez d'autres nouvelles brûlantes dès le prochain numéro.